Il est 8 heures, je vous propose que nous ouvrions nos travaux. J'ai quelques procurations. Une procuration de Véronique Bertin à Stéphane Pavier-Germanoz, de Philippe Nivelle à Jackie Léger, de Philippe Mosca à Isha Desmonaz, de Marie-Christine Bermond à Jean-Charles Massiago, de Damien de Segli à Florence Carpetta et de Inès Souissi à Noir Kismoun. Nous avons dans notre... Et qui sont nos secrétaires de séance d'ailleurs? Ah, Bernard, je sens une volonté. Je sens que vous attendiez ma question. Et Stéphane, voilà. Vous avez été vendu par votre voisin, je suis obligé de le dire. Nous avons approuvé le PV de la réunion du 19 septembre dernier. C'est Madame Berg qui était secrétaire de séance, je crois. Est-ce que ce PV appelle des remarques ou des questions? Pas spécialement. Je vous propose donc qu'il soit approuvé en l'état. S'agissant des décisions qui ont été prises, j'ai à vous faire connaître une convention de mise à disposition des locaux communaux. C'est un renouvellement en réalité, qui est passé avec la mission locale jeune. C'est les surfaces qui sont situées 450 avenue des 16e Jeux Olympiques. On est à la Chaudane. Et une décision du 14 octobre, c'est-à-dire cette semaine, qui est un avenant au marché de l'élaboration du PLU, qui a été passé en février 2014 avec Pierre Belléris, ce qui permet d'assurer le règlement de 7 réunions supplémentaires que nous avons tenues pour un montant de 5 600 € hors taxe. Est-ce qu'il y a des remarques complémentaires ou des questions sur ces décisions? Je vous remercie. Oui. Oui. Ça arrive très tardivement. Oui. Vous étiez en contention? Non, pas du tout, mais comme vous le savez, Pierre Belléris n'était pas toujours très réactif, donc il en va aussi pour sa facturation. Il vit au rythme de l'urbanisme. Sans doute. C'est un amoureux du temps long. Voilà. On en vient au point de notre ordre du jour, et je donne sans délai la parole à Florence Carpetta pour quelques points sur les finances. Voilà, donc je vous présente ce soir la décision modificative numéro 3. Donc vous avez l'explication des différents postes qui vont bouger. Donc en dépenses de fonctionnement, dégrèvement de la taxe d'habitation sur les logements vacants, donc moins 1100 €. Et recettes donc qui est pris sur les recettes de fonctionnement, on a des produits exceptionnels pour 1100 €. En ce qui concerne donc les dépenses d'investissement, opération 100, bâtiment, moins 28 000. Opération 400, papy, moins 20 000. Opération salle des fêtes, 70 500 en plus. La voirie, moins 28 500. La sécurité, 8 200. Matériel mobilier et outillage, 5 300. Divers, donc opération 990, 30 100. Subvention aux autres groupements, moins 8 900. Subvention d'équipement aux personnes de droit privé, moins 5 000. Emprunt, moins 8 500. Dépenses imprévues, moins 9 000. Recettes d'investissement, 6 200 en divers. Donc tout ce que je viens de vous dire, vous est récapitulé sous forme de tableau. Au niveau des explications, au niveau du bâtiment, donc ça concerne principalement des crédits dont nous avons besoin pour les compteurs de chaudière qui ont été payés en fonctionnement, coffret électrique non réalisé, moins 8 000, et réserve. Donc on a pris tous ces crédits sur ces différentes opérations. En ce qui concerne le papier, donc la compétence a été transférée. Donc du coup, on récupère les crédits qu'on avait laissés sur ce poste. La salle des fêtes, ça concerne principalement un avenant à la maîtrise d'ouvrage, assurance dommages ouvrage, travaux divers du type rideau de scène, barrière et de la cour. Pour la voirie, donc on récupère des crédits sur la borne électrique Grande Rue, l'éclairage public, la hémosignalétique et la cour de la mairie aussi. Et les urgences, une partie qu'on avait laissée en urgence. Sur la sécurité, ça concerne les gilets pare-balles et menottes pour les nouveaux agents et des travaux supplémentaires pour la pose des caméras. Donc, travaux d'enfouissement de câbles. Matériel donc, et outillage 5003, c'est une machine pour désherber et avec une lame de déneigement que l'on va recevoir bientôt, je crois.
avant l'hiver en tout cas. Au niveau d'hiver, donc on a vous avez en recette 6 200, dépenses 30 100. Donc ça concerne ces 6 200, c'est l'échange, les terrains Muller, une régularisation. C'est une régularisation sur les terrains Muller, donc on avait passé au conseil municipal et Perrotin. La contamine. Donc on l'a en plus et en moins. Hein. Et puis ça concerne aussi principalement l'étude de faune et flore pour le Mont Guelgan, 11 000 € et l'achat d'un camion Ekango pour 24 000 €. Donc on a besoin de 30 100 € supplémentaires. La subvention moins 8 900 concerne la régularisation, après je ne sais combien d'années, du pont de la centrale électrique qui, lorsqu'on avait transféré la compétence de l'eau, on l'avait gardé dans nos travaux puisqu'il fallait qu'on les paye. Et donc les travaux ont été faits et ils ont coûté moins cher que ce que nous avions gardé en réserve. Et donc on peut récupérer 8 900 €. Subvention de droit privé, en fait on avait budgété une somme plus importante pour les aides, les subventions qu'on devait verser dans le cadre de l'aide de la région. Et il n'y a pas eu autant de personnes qui ont déposé des dossiers, donc on récupère 5 000 €. Bon, dépenses imprévues, il n'y a pas de souci. Et emprunt, c'est parce qu'on avait budgété une échéance budgétée, mais à tort, puisque l'emprunt s'est concrétisé plus tard. Voilà. Merci Florence. Est-ce qu'il y a des besoins de précision sur cette proposition de décision modificative? Des questions? Très bien, je vous propose donc de la mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec une DM sur l'assainissement. Donc là, il s'agit de la première décision modificative. Donc le montant des créances éteintes transmises par le Trésor étant supérieur aux prévisions budgétaires, il convient d'augmenter les crédits de 2 800 €. Lors du budget primitif, les crédits d'investissement étaient prévus au chapitre 23, immobilisation en cours. La rédaction du schéma directeur d'assainissement étant une étude, il convient de modifier le chapitre d'imputation budgétaire. Donc au niveau des créances éteintes, 2800, on prend sur les entretiens de réseau 2008, et les frais d'études en dépenses d'investissement 18 000 qui viennent être compensés par, c'est une opération d'ordre, ça change simplement de compte, d'article. Oui. Vous pouvez préciser concernant les études, je n'ai pas compris. C'est les études qui sont... En fait, c'est des études qu'on avait budgétées. Voilà, exactement. Qui n'étaient pas sur le bon poste budgétaire, c'est ça. Vous l'avez mis en fonctionnement? Non, en chapitre 23, immobilisation en cours, et comme c'est une étude, donc on le modifie, on le met en 23-15. D'accord. En 20-88. 20-88. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres précisions attendues sur cette proposition? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. On poursuit avec les admissions en non-valeur. Alors, je ne vais pas vous relire l'ensemble du rapport, puisqu'il est exactement fait de la même façon que chaque fois qu'on vous propose de passer des créances éteintes et des créances, des admissions en non-valeur. Donc, en ce qui concerne le budget principal, les créances éteintes s'élèvent à 10 702,86, sur le budget assainissement à 4 746,77. Les créances admises en non-valeur pour le budget général, 9 155,14 et budget assainissement, 3 224,48. Donc, je tiens à préciser qu'il y a un gros travail qui a été fait entre nos services et les services de la trésorerie. En fait, on a fait un nettoyage dans les créances. Il s'agit malheureusement de personnes décédées qui depuis 2 ou 3 ans, donc il n'y a pas moyen de recouvrer. On a des entreprises qui sont donc en liquidation et on a des situations de surendettement, donc principalement. Merci Florence. On a fait un petit état de la situation là, de 2014 à 2019 pour voir un peu comment nous avions agi sur ces admissions en non-valeur et créances éteintes, ce qui est à dissocier évidemment des sommes qu'on a recouvrées par ailleurs. Et on arrive au global sur 52 900 € d'admissions en non-valeur sur la période et 67 257 en créances éteintes, toujours sur la même période. Voilà. Ça me semblait important de vous le préciser quand même, parce que ça représente des sommes qui sont importantes et
qui viennent quelque part apurer cette difficulté qui crée une distorsion entre notre situation budgétaire et notre situation de trésorerie. Voilà. Sur ce rapport, est-ce qu'il y a des questions? Excusez-moi, Bernard. Le cumul, c'est à partir de quelle date? De 2014. Ah, d'accord. Et vous n'aviez pas annoncé un montant au début du mandat, il semblait que vous aviez annoncé un montant beaucoup plus élevé. Ah oui, non, mais ça c'est ce qui a été admis en non-valeur et constaté en créance éteinte. Le montant d'impayé au début du mandat était de 500 000 € à peu près. Voilà. Donc, Mais 500 000, c'est énorme. oui, ben oui, c'est pour ça que je vous en cause, oui. Et donc sur ces 500 000 €, on a procédé au recouvrement d'une partie des sommes et on a, au fil de nos exercices budgétaires, constaté des créances éteintes et admis en non-valeur. Voilà. Tout ça dans le souhait d'épurer la situation, d'apurer la situation et de rapprocher notre situation de trésorerie et notre situation budgétaire. Parce que cette distorsion fait qu'à un moment donné, on se met en difficulté, y compris de compréhension de nos éléments financiers. Est-ce que le rapport en lui-même appelle des remarques ou des questions? Pas spécialement. Je le mets donc aux voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Et enfin, Florence, pour le contrat de ligne de trésorerie. Donc, comme toutes les années à la même époque, il a lieu de renouveler le contrat de ligne de trésorerie. Donc, je vous rappelle qu'on a 2 lignes de trésorerie, une que l'on vote en juin ou juillet et une que l'on vote à cette époque-ci. Donc, on a consulté 3 banques. La plus intéressante est la Caisse d'épargne. Donc, pour un montant toujours de 300 000. Le taux, c'est 0,71 avec un seuil plancher de référence égal à 0. Et Léonia étant toujours en négatif. Il est actuellement à moins 0,465. Mais borné à 0. Borné à 0. Le calcul donc, des intérêts, donc périodicité mensuelle, commission d'engagement 0,15%, donc ce sont les frais de dossier, donc 450 €. Et puis, comme pour toutes les lignes de trésorerie, les tirages sont effectués au fur chaque fois qu'on a besoin. Et, voilà. Et le remboursement se fait aussi dès qu'on a de la trésorerie. Merci Florence. Opération finalement classique et traditionnelle. Noir. Juste, bon, c'est... Il n'en tient qu'à nous. Alors, le travail a été fait, et dans la situation actuelle de la dette qui est en cours, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Voilà. Alors, Les remboursements actuariels sont Vous pouvez expliquer tels... pourquoi? Vous pouvez expliquer pourquoi? Parce que Alors, on fait des intérêts importants sur les emprunts antérieurs. Oui, mais il y a des frais associés. Voilà, en fait, le système de remboursement d'emprunt pour une collectivité, c'est pas du tout la même chose que pour un particulier. C'est complètement différent. Les banques prêtent donc dans certaines conditions. Et on m'a expliqué le mécanisme il y a 2 ou 3 ans quand on avait convoqué en fait chacun de nos partenaires pour essayer de négocier les emprunts. Et on nous a expliqué qu'il fallait qu'ils rachètent de l'argent.
et que le fait de racheter l'argent, ça générait des frais, et les frais ne compenseraient pas la baisse du taux. Enfin, on n'a quand même pas des taux très forts, hein. On n'est pas à des 7 ou 8, quoi. Donc du coup, l'intérêt, il est quasiment nul. Mais cette démarche, elle a été faite auprès de chacun de nos partenaires financiers. Cette précision étant apportée, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vous propose donc de mettre aux voix. Des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Je donne la parole à Noir Kismoun pour un sujet peut-être atypique mais qui nous honore, qui est une convention pour des séances de méditation guidée. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, Madame Baird? Donc, en effet, cette délibération est atypique, mais m'a paru une très bonne initiative. Bien sûr, je suis pour vider le mental de beaucoup de nos salariés, pour qu'ils soient plus productifs. Hein, c'est ce que vous marquez d'ailleurs. Certes, mais bon, c'est vrai que le monde du travail a beaucoup changé, hein, partout, hein, pas forcément dans notre maison. Et on se retrouve dans des situations difficiles, hein, des burn-out, enfin, tout le monde connaît. Hein. D'accord. Bon, d'abord, je m'interrogeais s'il y avait eu un recensement des personnes susceptibles d'être intéressées. Il n'y a pas eu de recensement préalable, mais par contre, on a ressenti le besoin de le faire, je dirais, par rapport aux sollicitations qu'on a pu avoir, sans recensement, des sollicitations qu'on a pu avoir de ce qui a été mis en place du côté de la communauté de communes. Côté de la communauté de communes, ça doit faire une année à peu près, je pense, qu'on l'organise, avec de très bons résultats. Les agents en sont très satisfaits. Ça contribue du bien-être au travail, et on sait que quand on est bien au travail, effectivement, on est dans de meilleures conditions de production. Voilà. Donc pas de recensement préalable, mais plutôt un ressenti au regard d'interpellation. Merci. Oui, c'est vrai que la méditation ne résout pas les problèmes, hein, mais permet de les appréhender différemment. Je suis tout à fait d'accord. Bon, par contre, je me suis interrogée parce que quand j'ai vu cette prise en charge se fait dans le cadre du droit à la formation des élus. Ah, alors je me dis, les élus, y aurait-il droit ? Alors je me suis dit, comme vous avez déclaré récemment que vous avez épuisé vos élus et les services, donc ils auraient autant besoin de lâcher prise. Mais moi, je suis allé à une des séances de méditation de la communauté de communes et j'ai pris beaucoup de plaisir. Moi également dans le cadre du salon de bien-être. Voilà. Donc vous pouvez me répondre, est-ce une coquille, le droit à la formation des élus ? Oui, je pense que c'est une coquille, mais je me retourne vers le... Les élus peuvent y assister. Les élus peuvent y assister. Oui, alors les élus peuvent y assister, ça c'est pas un problème, mais sur la rédaction, on est bon ? Oui, c'est bien ça. Ouais. Donc ça veut dire que nous pourrions participer, mais là, est-ce que la commune participerait au financement ? Nous, on a un engagement sur la séance. Ensuite, chaque participant verse 5 €. Pardon, j'ai bien compris. Mais là, est-ce que la commune participe pour oui, les élus ? vous êtes dans le groupe. Nous, on participe pour le groupe. La séance qu'on finance à 40 €, oui. c'est pour un groupe. Donc oui. Si vous êtes en plus dans le groupe, d'accord, pas de j'ai problème. compris.
J'ai compris. D'accord. Ben, je vous remercie. Merci. Daniel, oui. Non, c'est plus, c'est On peut aller jusqu'à 12. 12. Et du côté communauté de communes APTV, je crois qu'on a rarement atteint le maximum. Voilà. Le groupe est variable sur les engagements des uns et des autres en fonction des semaines, ça dépend, quoi. Voilà. Très bien. D'autres remarques? Pas spécialement. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 6 que je vais rapporter en l'absence de Laurence Rochat concerne la participation aux frais de scolarité des communes de résidence des enfants inscrits par dérogation dans les écoles primaires publiques de Moutier. En clair, les enfants d'autres communes qui sont admis par dérogation dans nos établissements et pour lesquels nous aurions à appliquer la facturation des frais liés à leur scolarité dans notre commune et nos établissements. Cette délibération est une délibération que l'on pourrait qualifier de délibération cadre qui fixe un montant, mais qui ne définit pas les conditions avec chacune des collectivités. Et donc, ce sur quoi nous sommes appelés, c'est le coût évalué de la facturation, qui est fixé, vous le voyez, à 900 €, résultat du calcul d'ailleurs des frais que nous engageons pour chacun de nos élèves. Le coût moyen par élève est calculé donc sur la base des dépenses de fonctionnement de l'ensemble des écoles de la commune d'accueil, en l'occurrence chez nous, et nous sommes donc à 900 € pour l'année scolaire en cours, l'année scolaire 2019-2020. Sur la base de ce montant et de cette délibération, on peut ensuite facturer là où cela est à mettre en œuvre, cette facturation auprès des communes qui nous envoient des enfants. Voilà. Et pour lesquelles communes, nous n'aurions pas d'accord de réciprocité, puisque dans un certain nombre de cas, il se peut que nous ayons des élèves d'ailleurs chez nous et de chez nous ailleurs. Et dans ces cas-là, on peut avoir des accords de réciprocité. Voilà. Dans la situation actuelle, les facturations que nous avons à opérer concernent notamment, je vous le dis de mémoire, mais je dirais haute cour, avec qui nous avons aujourd'hui une relation de non-réciprocité et donc une facturation à établir. Voilà. Madame Baird, un élève concerné, oui. Non, donc c'est une nouveauté, hein, puisque c'est un article qui est sorti le 26 juillet 2019, c'est ça? Et qui est applicable dès la rentrée 2019. C'était quelque chose de nouveau, hein, c'est bien ça. Alors le principe, il n'est pas nouveau. Non, qu'est-ce qui est nouveau alors? Qu'est-ce qui est nouveau là? Moi, j'en sais rien, qu'est-ce qui est nouveau? J'en sais rien. Non, mais je veux dire, on a toujours pratiqué. On a toujours pratiqué de la sorte. On n'a jamais vu cette délibération, ça ne peut pas exister avant. On l'a jamais vu. Il n'y a pas eu de facturation par le passé. Il n'y a pas eu forcément de facturation par le passé. Il y en a eu dans les mandats précédents. Mais il n'y avait pas d'obligation. Précédemment, il semble qu'il n'y avait pas d'obligation pour les communes concernées de régler les frais de scolarité. Oui, il n'y avait pas d'obligation. Mais ça implique une obligation. En tous les cas, la délibération d'aujourd'hui, elle fixe le montant. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de communes auprès desquelles on est en facturation. Je pense à une commune dans la vallée de Bozelle, où on reçoit des enfants dans un cadre particulier, mais n'empêche qu'on les reçoit, donc on facture, ce qui a été l'objet de nombreux débats d'ailleurs. Et la commune de Haute-Cour, qui, consciente de la situation, a spontanément demandé combien elle nous devait. Donc voilà, cette délibération permet du coup de régler ces situations. Et au total, aujourd'hui, combien d'élèves sont concernés? 1. Et après, vous avez dit une autre commune sur le... On en a 3. Alors, une autre où il y en a 1 ou 2 sur le secteur de Bozelle. Vous avez bien marqué dans le premier paragraphe, sera obligatoire. Oui. Donc c'est bien cette disposition nouvelle de la loi. C'est obligatoire en défaut d'accord de réciprocité. D'accord. En considérant que le caractère obligatoire, il est réglé par la réciprocité, puisque une dette efface l'autre, si je puis dire. Bernard, oui. Est-ce que ça concerne aussi, et de quelle manière, le secteur privé de l'enseignement?
Alors, c'est dissocié du secteur privé. Et donc, si c'est dissocié, ça veut dire que donc il n'y a pas plus qu'autrefois de l'obligation pour les élèves qui vont par exemple à Sainte-Thérèse et qui ne sont pas de notre commune, n'ont pas l'obligation de verser la contribution à Sainte-Thérèse, alors que pour notre commune, parce que Sainte-Thérèse a son siège sur la commune, on est obligé de le faire. Et voilà, et vous avez raison, et je le dis à regret, effectivement. D'abord, cette délibération ne concerne pas l'établissement privé, et deux, effectivement, il y a cette disposition qui nous oblige, sans obliger les communes, les autres communes qui envoient des élèves dans l'établissement privé. Je vous le confirme. S'agissant d'établissements privés, au moment où on prend la délibération, je dirais loi Fallou, on calcule également un montant, mais ça se fait au moment de la délibération. C'est pour ça que c'est dissocié de cette délibération ici. Sauf que vous avez dû vous en inspirer parce que le montant il est le même, à peu près. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'on facture aux autres, enfin, puisqu'on calcule ce que coûte un élève. Donc heureusement que c'est le même montant. Donc c'est pas inspiré, c'est pas inspiré, c'est cartésien. D'autres remarques? Je vous propose de mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 7, mise en place d'un fonds de secours, sujet qui avait été évoqué déjà dans ses grandes largeurs et pour lequel je laisse la parole à Florence, qui sera peut-être en complément avec Aïcha Desmonaz. Voilà, donc le département est la collectivité publique détenant une compétence de droit commun en matière d'aide sociale légale. La commune conserve des attributions dans ce domaine, d'ailleurs en évolution constante. La commune exerce ses compétences en matière d'aide sociale facultative grâce au Centre communal d'aide sociale, donc le CCAS. L'intervention en matière d'aide sociale facultative est également admise pour la commune sur le fondement et dans les limites de la clause générale de compétence du conseil municipal. C'est dans ce cadre que le maire a souhaité la mise en place d'un fonds social destiné principalement à aider les familles en difficulté de paiement des frais de cantine. Ce fonds sera alloué conformément au règlement d'attribution 6 juin. Il est proposé aujourd'hui au conseil municipal de valider le principe de la création de ce fonds de secours au 1er octobre 2019 et d'en valider le règlement d'attribution correspondant. Il est précisé que les crédits nécessaires sont inscrits au budget général. Merci. Est-ce que ce sujet appelle des remarques ou des questions? Bernard. Oui, donc ce projet est donc complémentaire de celui qu'on avait discuté concernant les tarifs. Tout à fait. Tout à fait, c'est là où nous en avions parlé. Voilà. Et à l'époque, on ne savait pas quelles étaient les modalités que vous envisagiez pour pouvoir justement savoir, et on avait posé des questions sur ce sujet, savoir qui allait décider. Tout à fait. Qui a décidé qu'on allait considérer cette famille comme éligible ou non, etc. C'est quand même une décision délicate. Tout à fait. Et donc là, ça répond à ces questions. Donc, puisqu'il s'agit en fait essentiellement des frais de cantine et de garderie, je vois qu'il y a un article, l'article 8, modalité de paiement. La ville établira un mandat correspondant au montant attribué. Est-ce à dire que la compensation est impossible? C'est-à-dire qu'en compensation en termes financiers, c'est quand on peut se recouvrer directement, quand quelqu'un doit de l'argent. On a donc quelqu'un qui nous donne de l'argent et nous, on va lui verser une subvention. Est-ce qu'on peut pas faire compensation plutôt qu'il y ait un double mouvement financier, avec le risque qu'on ait... Florence, je pense que l'orthodoxie budgétaire tente à privilégier le fait que nous versions et que la famille nous paie. Parce qu'il y a une facturation. Dans notre orthodoxie de budget des collectivités, je pense qu'il vaut mieux que le redevable paie et qu'on lui adresse par ailleurs le soutien. Ou qu'on lui adresse concomitamment le soutien au fait d'être payé. Je comprends votre faute. On l'a regardé, mais...
Oui, mais en fait, on établit notre dispositif sur la base de ce qui est pratiqué par le département. Puisque, comme on est dans une instruction où on s'appuie sur leur expertise, et donc du coup, on calque un peu notre mode de fonctionnement sur le leur. Et il se trouve que le leur, c'est bien celui-ci. Voilà. À la différence près que parfois, le département, il peut payer directement la facture. Voilà. Non mais, oui, mais sauf que on n'est pas sur un même budget, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Donc, en tous les cas, on fera la possibilité la plus... on choisira le modèle le plus simple et le plus efficace. Aujourd'hui, pour la création du dispositif, ce qui a semblé le plus pertinent et le moins attaquable, c'est de procéder ainsi. En sachant que, complémentairement à cette délibération, il y a toute la question de l'aide sociale. Et donc, du coup, ça nous renvoie au CIAS CIERS, dont je vous rappelle qu'il est doté d'une compétence générale, de portée générale, mais qu'il n'intervient pas sur la cohésion, ce qui renvoie à la nécessité pour nous de créer un CIAS, et que nous avons mis un bazar du côté des services de l'État, puisqu'on demande à créer un CIAS lorsqu'il existe un CCAS, alors qu'il existe déjà un CIAS, qui est normalement de portée générale sur ses compétences. Donc, tout ça met un peu d'émotion dans le landerneau. N'empêche que nous, aujourd'hui, on a des besoins avec des questions concrètes. D'ailleurs, les accompagnements que nous mettons en œuvre pour les habitants de Moutier, mais je le dis au passage aussi pour d'autres des communes voisines, avec les tickets alimentaires et les accompagnements de ce ressort, viennent aussi dans la même dynamique, dans le même objectif que la caisse de secours sur laquelle on est invité à délibérer ce soir. Aïcha, oui.
Merci Aïcha. Oui, Bernard. Et donc la solution, c'est qu'en fait, on crée quelque chose qui correspond normalement à du nouveau, Il y a un travail. qui est en parallèle de ce que fait le CIRS. Oui, tout à fait. Il y a un travail. Je réponds un peu plus précisément. Et Aïcha m'arrête si je dis une bêtise. Mais il y a un travail de fond qui a été mené du côté du CIRS-CIAS sur l'exercice de leurs compétences, le fonctionnement au regard des gouvernances locales qui ont évolué et comment ils répondaient finalement des obligations du CIAS. Bon. La question de la personne âgée, la question de la petite enfance sont les sujets évidemment principaux. Quand on analyse la manière avec laquelle le CIRS travaille, la question de la cohésion n'est pas traitée. Et en fait, pourquoi elle n'est pas traitée? Parce que, à l'exception de Moutier, d'un peu Pomblières et d'un peu La Léchère, les cas sont presque uniques dans les communes, dans les autres communes. Ce qui fait qu'en réalité, il n'y a pas une demande commune des membres du CIRS pour qu'il y ait une intervention en direction de la cohésion. Et au fil du temps, alors que ça existe dans les statuts du CIRS, du CIAS, eh bien, le CIAS s'en est détourné parce qu'il n'y avait pas de sollicitation particulière. Parallèlement à ça, de manière historique, et vous le savez tous mieux que moi, Moutier a toujours répondu des obligations sociales qui devaient être mises en œuvre, avec les partenaires que Aïcha a rappelés, avec aussi, bien sûr, la présence du CPAS sur notre territoire, de la délégation territoriale du département, et puis de la Maison de la Justice et du Droit aussi dans une certaine mesure. Et nous avons toujours répondu de ces besoins-là sur le territoire, en répondant par extension aussi des besoins des autres communes qui arrivaient sur notre territoire. Parce que le sujet, il est traité ici, quand bien même le besoin, il est identifié ailleurs. Donc, à la faveur des travaux qu'on a menés ici sur la réponse sociale qu'on apporte sur le territoire et du travail en profondeur qui a été mené par Agathe sur le CIRS-CIAS, on a mis en exergue cette situation en disant, finalement, aujourd'hui, il y a deux possibilités. Enfin, il y en a trois. Il y en a une qui n'est pas bonne, c'est le statu quo. Elle n'est pas bonne déjà parce que d'un point de vue du droit, elle nous met en difficulté. On vient superposer un CCAS à un CIAS, ce qui n'a pas de sens, alors que le CIAS, c'est de portée générale. Donc cette troisième solution n'a pas de sens, c'est pour ça que je dis qu'il en reste deux. Parmi les deux, c'est le CIRS s'empare de la question de la cohésion, ce qui semblerait logique, mais qui n'est pas aujourd'hui dans sa volonté. Soit, deuxième solution, Moutier est porte-fort pour les autres communes, continue de mener les actions de cohésion sociale qui ont toujours été menées et appelle, autant que de besoin, l'accompagnement des autres communes bénéficiaires sur un service que nous mettons en œuvre. Voilà. Très bien. Est-ce qu'après tout ça, il reste des sujets à éclaircir? Pas forcément. Je mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On change totalement de domaine. On parle de déneigement.
avec l'attribution du marché de déneigement. Le service de la commande publique a travaillé sur ce sujet. Vous avez eu l'occasion, pour certains d'entre vous, de participer aux travaux d'analyse des offres. Et nous avons retenu, enfin vous proposez en tous les cas, dans le rapport d'analyse du 15 octobre, que soit retenue l'offre de l'entreprise Marchiello, avec une offre à 25 700 € hors taxe, sur la base d'un détail estimatif et d'un bordereau de prix. Voilà donc le sens de la décision qui vous est proposée ce soir. Bernard. Il y avait deux entreprises qui ont fait une offre, donc forcément, vous ne pouvez pas savoir d'avance laquelle allait être retenue par la commission. Effectivement, il se trouve qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la gomme. C'est bien cette entreprise-là qui est finalement retenue, mais après, quand même, quelques petits compléments non négligeables qui auraient pu inverser les choses. Je précise quand même, ça aurait pu inverser les choses. Mais pour les puristes, évidemment, le rapport a été rédigé par anticipation sur la base des analyses du service de la commande publique. Si d'aventure il en avait été autrement, le rapport aurait été substitué sur table aujourd'hui. Enfin, je veux dire, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Et je pense que chacun l'aurait compris, naturellement. On en revient donc au fond, qui est l'attribution de ce marché. Est-ce que cela appelle des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On poursuit avec une demande de subvention auprès de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour des travaux d'aménagement pour l'accueil de services publics. Alors, on sollicite la région dans le cadre des dispositifs de soutien qui sont mis en œuvre, notamment le dispositif Bourg-Centre, pour un accompagnement à 50% d'un montant de travaux de dépenses de 100 000 € qui sont programmés sur l'aménagement de différents espaces mis à disposition du public. Le local des aînés ruraux, sur lequel nous avions déjà réalisé l'ascenseur, sur lequel il reste maintenant des aménagements intérieurs à mettre en œuvre. L'aménagement du local espace jeune que l'on déplace à la faveur de l'arrivée des aînés. La mission locale jeune que l'on propose de déplacer sur le territoire pour plusieurs éléments, au-delà de la pertinence de leur demande, de les rapprocher du centre également. De la maison des associations, sur laquelle on prévoit quelques reprises dans le hall, et du côté de la mairie, concernant les huisseries et le sas d'entrée qui doit être adapté. Ça fait longtemps déjà qu'on travaille avec le comité technique, avec le CHSCT sur cette question-là, donc ça permet de réaliser ces travaux. Donc pour un total estimé de travaux de 100 000 € hors taxe, et on sollicite donc une aide de la région pour 50%. Est-ce que cela appelle des questions? Alors je précise d'ailleurs, Philippe Mosca l'aurait dit lui-même, mais il n'est pas là ce soir, que pour l'instant on est sur des premières estimations de travaux et que ce seront précisément des sujets qui viendront à la commission des travaux. Moi j'ai souhaité qu'on puisse accélérer, je dirais, la demande de subvention, parce que je suis parfois un peu triste de distribuer aux voisins et de pas avoir le dossier de Moutier. Alors, j'ai demandé qu'on accélère cette demande et évidemment, les questions techniques et de mise en œuvre seront abordées en commission des travaux. Bernard. Oui, donc effectivement, ça répondait par anticipation à ma première remarque. C'est qu'effectivement, on n'a pas du tout vu ces dossiers-là en commission.
en commission des travaux notamment, sachant que la commission des travaux se réunit de façon de plus en plus rarissime. On a peut-être 1 ou 2 réunions par an maximum. C'est quand même pas beaucoup. Ou alors il ne se fait aucun travaux dans la commune, ce que je ne crois pas. Donc c'est quand même pas beaucoup. Et puis la commission des travaux est aussi appelée à travailler sur des projets. C'est quand même intéressant de pouvoir travailler en dehors du conseil municipal sur des projets. En l'état, il n'y a aucune espèce, j'ai pas grand-chose de plus dans les cartons. Voilà. Il y a une approche technique de nos services sur les montants de travaux, qui sont des montants estimés, mais j'ai pas grand-chose de plus dans les cartons. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est peut-être vous préciser l'opération telle que nous l'imaginons. L'opération telle que nous l'imaginons, c'est de rapprocher la mission locale jeune du centre-ville, dans un local sur lequel nous sommes en cours de définition, de proposer, enfin d'orienter l'espace jeune à la place de la mission locale actuelle, et donc vous savez où c'est, puisqu'on a passé la convention en début de conseil municipal, ils sont à la Chaudane, et de loger les aînés ruraux là où est l'espace jeune actuellement, c'est-à-dire au 53 place de l'Hôtel de Ville. Voilà. Oui. Alors j'ai une question complémentaire, parce que lisant ce rapport, j'ai repensé à un très gros dossier qui s'intitulait Convention de revitalisation du Bourg-Centre. Oui. Et je dirais que il y a quand même maintenant 2 ans, je crois, 2 ans que nous avons délibéré sur cette convention, parce que dans un premier temps, il y avait eu un autre projet AMI Bourg-Centre, oui. Qui n'a pas fonctionné, mais qui a été repris, et même élargi. Oui. Les actions ont été réparties dans cette convention Bourg-Centre. Et est-ce qu'il ne serait pas le moment, disons, venu, peut-être pas cette séance, parce que c'est pas tous les gens préparés, mais qu'on ait quand même un retour d'information sur où on en est, puisqu'il y avait un programme avec des chiffrages, avec des travaux ou des études, avec un calendrier. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses dans le calendrier qu'on vient un petit peu faire comme M. Belliris, on a un peu plus de temps. Donc il serait intéressant quand même qu'on ait un retour sur ce programme global qui était intéressant. Alors vous avez entièrement raison, et d'ailleurs c'est prévu, donc ça tombe bien, puisque on a une rencontre qui est prévue le 28 novembre après-midi avec le préfet et l'ensemble des services qui sont associés sur cette convention de revitalisation, et qu'à l'issue, dans les jours qui suivront en tous les cas, après le 28 novembre, ça veut dire que ce ne sera pas non plus au conseil du mois de novembre, Bernard, eh bien nous prendrons un moment pour faire le point justement sur cette convention, mais je voulais le faire pas avant de voir le préfet et les services de l'État, parce que du coup on va s'entendre, c'est un peu... il serait dommage de le faire par anticipation entre nous, sans avoir confirmé les éléments avec les services de l'État, puisque je vous rappelle qu'il y a une part importante des financements qui ont été consacrés, qui viennent directement de l'État. Voilà. Donc on pourra programmer cette rencontre, je pense, au début du mois de décembre. Voilà. D'autres remarques sur ce rapport? Je vous propose donc de le mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. On en vient au point numéro 10, qui est un avenant à la convention qui nous lie à l'Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise pour le service d'administration des droits du sol. Cet avenant est lié à une évolution des modalités de financement de la prestation de services, avec la volonté, mise en œuvre d'ailleurs, de renfort du service sur les missions d'instruction, ce qui permet à l'équipe de l'ADS de pouvoir mieux répondre aussi d'un certain nombre d'attentes au niveau des conseils attendus par les communes et de soutien. Voilà. Donc, il y a eu un renfort de l'équipe.
Ce renfort de l'équipe entraîne des dépenses supplémentaires sur le service et comme le service est équilibré, eh bien, il y a une incidence sur le prix des actes et c'est précisément pour ça que nous arrivons avec ce rapport aujourd'hui. Voilà. Et on rappelle aussi les modalités de financement, de facturation plutôt, avec au 30 mars 30% du montant sur la base des actes délivrés l'année N-1 et un second paiement de 30% au 30 août et une dernière partie à la fin de l'année, j'imagine. Voilà. Bernard. Alors, j'ai eu connaissance de votre demande. Vous aviez dû oublier de me mettre en copie d'ailleurs, mais donc j'ai eu connaissance. Je ne vais pas vous encombrer avec... Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. C'est arrivé. C'est arrivé. Donc la commande est passée. Vous aurez la réponse naturellement, mais ça n'a pas été préparé entre hier et aujourd'hui. Voilà, vous l'aurez. Ça donnerait l'idée de la masse que ça représente aujourd'hui. Ça ne change pas la délibération, mais pour avoir une idée de ce que ça représente en dépenses. Oui, bien sûr. C'est une dépense, je rappelle quand même, c'est une dépense qui, auparavant, quand l'État gérait l'instruction des services, des permis de construire et des déclarations préalables, c'était l'État qui prenait à sa charge bien sûr. Ce service, qui donc était transféré, qui est devenu charge supplémentaire pour les collectivités locales. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour être complet sur ce sujet, au moment où l'État, Bernard, n'a plus assuré ce service, j'avais engagé une démarche auprès du ministre de l'époque pour que nous puissions facturer aux pétitionnaires. Parce que lorsqu'on construit une maison, je ne suis pas sûr que pour le pétitionnaire, il y ait une incidence décisive de 220 €. Puisque le permis de construire pour une maison individuelle, c'est 220 € qui nous est facturé. Et je trouvais assez logique que nous puissions facturer au pétitionnaire, puisqu'il est le bénéficiaire, in fine, de cette instruction. Et aujourd'hui, la loi ne permet pas que la collectivité facture ce service. Alors, on a engagé plusieurs démarches parlementaires pour atteindre cet objectif, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas arrivés. Et ça veut dire que pour Moutier, je vous dis ça de mémoire, mais en gros, j'ai vu passer la facture il n'y a pas longtemps, je crois que c'est 8 000 € que nous payons au service ADS chaque année. Parce que on a, je crois, une quarantaine de DP, par exemple, par an, qui sont instruites ici pour notre compte. Donc ça fait tout de suite beaucoup de dépenses. Voilà. On a voté ou on n'a pas voté là ? On n'a pas voté. Je précise que si certains d'entre nous votent contre, c'est pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. À savoir que c'est un transfert de charge aux collectivités sans contrepartie. D'accord. Et ceux qui votent pour, c'est pour que le service ADS fonctionne bien, alors c'est ça. Allez, est-ce qu'il y a sur ce rapport des oppositions ? J'en vois 3, des abstentions. Je vous remercie. Le point numéro 11. Alors, le point numéro 11 mérite quelques explications. Il s'agit d'adopter le projet de plan de prévention des bruits dans l'environnement. On est dans une disposition réglementaire qui conduit les collectivités concernées à devoir adopter le fameux PPBE, plan de prévention des bruits dans l'environnement, avec des dispositions, des engagements pour limiter ou faire cesser les bruits qui sont constatés, subis sur le territoire. Il se trouve que nous, on a une partie de nos voiries communales qui sont concernées par les seuils d'éligibilité et c'est pour ça que nous sommes contraints d'avoir eu à travailler sur ce plan. Ce PPBE est un sujet qui est arrivé un peu tard dans l'actualité des collectivités, en tous les cas dans la nôtre, avec malgré tout une obligation d'approbation définitive fixée au 31 décembre 2019. Donc la pendule est évidemment un peu resserrée. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez aujourd'hui à devoir délibérer sur un sujet qui
qui n'a pas été vu par anticipation, et pour le coup, on le subit autant que vous. Donc, je vous ai fait écrire, je crois, hier, pour vous proposer une rencontre la semaine prochaine pour une analyse de détail du PPBE en question. J'ai toutefois décidé de maintenir le rapport ce soir, même si le plan définitif n'est pas abouti. Pourquoi j'ai décidé de maintenir ce point à l'ordre du jour de ce soir? C'est tout simplement pour que nous puissions être dans un calendrier qui nous permet de faire la consultation du public et d'approuver ensuite le plan avant l'échéance du 31 décembre. Donc, ce que je vous propose n'est pas très orthodoxe, mais je vous le propose quand même, c'est que nous puissions considérer que nous approuvons ce soir le PPBE, et de toute façon, il faudra en approuver un, mais que les termes du rapport définitif, du plan définitif, nous en convenions ensemble à l'occasion de la réunion à laquelle je vous ai convié la semaine prochaine, je ne sais plus quand, jeudi prochain, ça doit être le 24, réunion à laquelle on parlera de deux sujets, le PPBE et un sujet cher au cœur de Stéphane, mais au cœur de nous tous, qui est le cyclo sur notre territoire et en Tarentaise d'une manière plus générale. Voilà. Ce PPBE, quand même, pour en dire quelques mots, on est ici dans une démarche, donc je vous l'ai dit, qui est de l'État, qui concerne le bruit, qui définit des zones à enjeu et des bâtiments qui sont exposés. Ce plan ce plan recense des mesures qui sont réalisées depuis une dizaine d'années et prévues pour les 5 années qui sont à venir. On a défini dans l'accompagnement on a un bureau évidemment qui nous a accompagnés sur ce sujet. Et d'ailleurs, vous avez adopté dans la décision modificative tout à l'heure le financement de ce bureau, vous l'avez vu, j'imagine. On a des actions qui sont identifiées. La planification urbaine, les travaux du pont Mézel, la sécurisation de l'entrée de ville, la réforme du stationnement en ville, la création d'un stationnement au collège, sur le parking du collège, le développement d'espaces verts sur le territoire, l'accroissement de la piétonisation du centre-ville, le réaménagement du pôle de la gare, la mobilité cyclable en ville et la réduction de vitesse sur certains itinéraires de la commune, ce qui renvoie d'ailleurs, Philippe, à notre commission locale de sécurité de la semaine dernière, qui nous a fait d'ailleurs dire que nous allions de nouveau communiquer sur la zone 30, qui concerne toute la commune de Moutier, sujet qui semble avoir été oublié par de nombreux automobilistes de notre territoire. Voilà, en quelques mots, simplement, de manière trop synthétique, j'en conviens, de l'objet de ce PPE et de sa portée. Stéphane, je vois que vous avez envie de parler. Oui, j'avais juste une question. Je vois que Et pour cause, c'est que en réalité, nous tenons les éléments du bureau qui nous a accompagnés de manière récente. Voilà. Il y a des premiers jets qui sont arrivés effectivement, et on est toujours sur un document qui est en cours d'aller-retour entre nos services et le bureau. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la version que vous avez, il y a encore, vous l'avez lu, j'imagine page à page, mais il y a un certain nombre de zones qui ne sont pas remplies. Et on a donné consigne à notre prestataire là d'avoir rempli les zones blanches d'ici le 24 pour qu'on puisse être sur un document consolidé le 24. Parce que moi, je peux pas vous demander un avis sur des phrases qui sont pas terminées. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens. Voilà. donc il sera modifiable. Oui. Jusqu'au 31 décembre 2019. Eh ben, il sera modifiable à l'occasion de notre séance du 24 octobre, la semaine prochaine. Ensuite, on fera le retour définitif au bureau, et ensuite, il est mis en consultation publique. Donc, mis en consultation avant et accepté avant le 31 décembre 2019. Oui, il faut qu'il soit approuvé définitivement avant le 31 décembre. Après, Par nous, après la consultation publique. Ouais. Pardon ? Et donc, qu'est-ce qui empêche d'attendre?
pour que nous, on adopte le document. C'est le Conseil de décembre. Eh ben parce que là, nous, en fait, là, on adopte pour qu'il puisse être mis en consultation publique. Si vous voulez, s'il n'y a pas un avis du conseil municipal préalable à la consultation publique, ça marche pas. Donc, on est dans l'approbation pour la mise en consultation publique, et c'est pour ça que j'ai tenu à ce rapport pour qu'on ne soit pas pris dans un calendrier qui nous dépasse. Ensuite, il y a la consultation publique, et ensuite, il y a une approbation définitive au regard des compléments qui pourraient être associés. Oui, alors, au niveau, sur le fond, moi j'ai plein d'observations sur le document que vous nous avez transmis. Ouais. Parce que du coup, ça aiguise dans mon cerveau plein d'idées alternatives à celles qui sont proposées par le cabinet. Et j'imagine que le cabinet n'a pas travaillé tout seul. Non, le cabinet, il a travaillé avec nos services. Avec les services, il y avait quand même quelques élus. Non. Ah bah non, mais c'est pas au service Non, on a été vraiment dans un cas... d'avoir les idées de ce qu'il faut faire. Et je suis d'accord avec vous. Enfin, en même temps, ils n'ont rien inventé, hein, parce que tout ce que je viens de vous dire, c'est des choses qui existent. Il y a quand même beaucoup de choses, moi, sur le fond, qui me posent question. Donc, du coup, ça me pose aussi la question sur comment on élabore un tel document. Et la manière dont on l'élabore, c'est quand même pas neutre sur la qualité du résultat qui va en découler. Donc, ou bien on dit, on prend ça par-dessus la jambe, c'est obligatoire, on le fait, et puis on s'en fout de ce qui est écrit dedans. Ou bien on le prend vraiment au sérieux et on ne peut pas approuver quelque chose avec lequel on n'est déjà pas d'accord sur un certain nombre d'éléments, en nous disant, mais de toute façon, on pourra le corriger après. Enfin, ça me paraît on va le corriger le 24 octobre. Totalement illogique. On va le travailler le 24 octobre. Pas au vote, soit je vote contre, mais en état intellectuel, je vois pas comment je peux approuver un document avec lequel j'ai beaucoup de questions, j'ai beaucoup aussi d'idées que je voudrais débattre avec d'autres alternatives à celles qui sont proposées. Pareil, je prends un exemple. Il y a beaucoup de questions des routes. Les routes, c'est quand même un enjeu de bruit important. Oui. Il n'y a aucun moment, par exemple, on dit il serait peut-être intéressant de réfléchir à modifier le carrefour des Cordeliers et à revenir sur un sujet qui est polémique avec l'État, certes, mais l'État est aussi là pour se faire bousculer de temps en temps par les collectivités locales et pour dire à l'État. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, on délibère parce qu'il faut prendre date sur la consultation publique, mais le document n'est pas arrêté. Voilà. Mais Stéphane, la question c'est que... est-ce
que là, moi, si je l'approuve, ça veut dire que je l'approuve dans les faits tel qu'il est rédigé. Et là, Mais ne l'approuvez pas, je veux dire, ne l'approuvez pas. Moi, si on n'a pas fini pour le 31 décembre, ben, je veux dire, on n'aura pas fini pour le 31 décembre. Ah non, mais moi j'ai pas de crainte, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème avec ça, on l'approuve pas, je veux dire, c'est pas... Dites au préfet que voilà, on veut faire les choses bien, et donc on prendra un peu plus de temps. Eh bien, très bien. Donc on retire le sujet de l'ordre du jour. Et on le délibérera quand on aura... Donc on retire le sujet de l'ordre du jour. Voilà. Ça marche. On en vient maintenant à un avenant, convention d'intervention foncière avec la Société d'aménagement de la Savoie. Cet avenant nous rappelle donc l'intervention que nous avons demandé de la SAS sur le garage Martinet. De manière complémentaire, on précise qu'il y a un bâtiment qui a été ajouté dans cette convention avec la SAS, qu'on est aujourd'hui sur une valeur actualisée de l'engagement qui est de 667 000 €, et que la convention s'achevait, la convention initiale, en août dernier. Compte tenu des projets qui sont en cours, il y a lieu donc de prolonger pour une nouvelle durée maximale de 5 ans la convention de portage qui nous lie à la Société d'aménagement de la Savoie, qui est précisément le sens du rapport qui nous est proposé. Stéphane. Il y a de l'actualisation, d'une part, alors qui intègre des frais financiers, et il y a d'autre part une partie de démolition qui est intervenue pour un montant que j'ai plus en tête, mais qui est relativement important. Ben, la démolition et tous les frais annexes, quoi. Enfin, je veux dire, les diags préalables, etc. Bernard, oui. On avait demandé, vous aviez, je crois, demandé, enfin, vous nous aviez dit avoir demandé à la SAS de travailler sur des projets avec une échéance qui était de l'ordre de 2016. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, on est sur des temps beaucoup plus longs, qui génèrent des coûts, et vous pourriez peut-être un peu plus précis sur les raisons pour lesquelles, finalement, la SAS n'a pas travaillé sur des projets, ou si elle l'a fait, on n'en a pas eu connaissance, et également ce que ça nous coûte, ce que ça risque de nous coûter in fine, en frais de gestion, plus précisément, du fait qu'on laisse passer le temps. Alors, je ne vais pas vous donner un montant sur les frais de gestion et de portage. En revanche, je peux vous parler de l'opération. Effectivement, au départ, on avait demandé à la SAS de travailler sur le tènement Martinet. C'était ça le sujet, puisqu'on a procédé à la déconstruction pour partie, puisque je vous rappelle qu'il y a une question de structure sur l'autre partie du bâtiment qui n'a pas été déconstruite encore. On leur a demandé donc de travailler sur cette assise foncière. Ce qu'ils ont fait avec quelques esquisses, mais on n'est jamais allé plus loin. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on a revisité l'ambition qu'il fallait avoir sur ce projet. Revisiter l'ambition, d'abord en rajoutant le bâtiment Gacon, pour aller un peu plus loin en pénétration dans le faubourg, mais surtout en engageant une négociation que je pourrais qualifier de âpre, laborieuse et longue, avec la Poste. Parce que l'objectif est d'avoir une requalification totale du quartier qui intègre donc depuis le bâtiment Gacon, le bâtiment Martinet et l'ensemble du secteur de la Poste. Ce qui nous permet du coup de recalibrer la voirie de la rue de la Maladière, qui est assez mal foutue dans la situation actuelle, de pouvoir venir curer l'ensemble de ce secteur-là et de le réaménager avec une partie de surface commerciale en raie, de chaussée, et puis d'apporter une trentaine de logements de segments intermédiaires au-dessus de la surface commerciale. Voilà. C'est un projet sur lequel on a fait travailler, et vous le savez, je le dis simplement pour la culture générale, sur lequel on a fait travailler le bureau qui nous accompagne dans le cadre de l'étude urbaine. C'est un des sites privilégiés sur lesquels nous travaillons.
C'est un des sites aussi sur lequel nous avons fait désormais la promotion auprès d'investisseurs et de promoteurs, puisque l'objectif n'est plus forcément de faire réaliser aujourd'hui un projet pour notre compte par la SAS, mais plutôt de trouver un opérateur qui pourra intervenir sur l'ensemble du site, un opérateur avec du coup une surface financière suffisante, qui répondra d'un cahier des charges qu'on aura préalablement défini et au regard de critères qui ont été étudiés dans le cadre de ce qu'a fait le cabinet qui nous accompagne sur l'étude urbaine. Voilà. On a plutôt bien avancé sur les possibilités à cet endroit-là, sur les aménagements complémentaires qu'on peut réaliser en termes de stationnement et d'organisation entre la partie logement, la partie qu'on peut végétaliser, la réimplantation d'une voirie en lieu et place de la rue de la Maladière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Il nous reste un point qui est dans notre actualité, on a des allers-retours réguliers sur le sujet, qui est la Poste. Parce que la Poste est un opérateur qui est occupant, mais qui dépend de Postimo, qui est son opérateur patrimonial, et tout ça, évidemment, complexifie un peu l'affaire. Pour tout vous dire, sur la question de la Poste, nous sommes dans une proposition aujourd'hui qui est de dire, nous réimplantons, nous déconstruisons tout le site existant, évidemment, nous réimplantons la partie bureau de poste, dans un lieu qui reste à préciser, mais qui pourrait être le fond du faubourg aujourd'hui, c'est-à-dire dans la partie qu'on aurait déconstruite, par exemple, de Martinet, plutôt à cet endroit-là. Et je n'ai bien parlé que du bureau. L'objectif, c'est que le tri puisse être mis à un autre endroit, parce que ça n'a pas de sens, quand on repense notre milieu urbain, de laisser le tri en cœur de ville. Donc l'idée est de plutôt sortir le tri dans un espace qui correspond à ce genre d'activité, et de capitaliser le bureau de poste, qui lui, par contre, est générateur de flux, notamment piétons, ce qui permet de venir innerver le fond du faubourg, de la même manière qu'on travaille, comme vous le savez tous, sur la partie Île-aux-Favres, qui permettra d'innerver l'autre côté du faubourg, et avec la volonté de pouvoir, par cet accompagnement et par cette force publique, remettre une activité dans l'ensemble du segment faubourg. Voilà. Vous parliez, Bernard, de l'incidence financière du temps mis, évidemment. Quand on prend du temps sur ces opérations, on s'expose à avoir du portage. C'est la conséquence immédiate de cette question-là. Mais il fallait que nous puissions prendre du temps pour sédimenter ce sujet et le repenser dans son organisation territoriale. De la même manière, on sait que ces opérations, sur lesquelles nous intervenons de manière forte avec la force publique, ce sont des engagements qui finissent à terme par coûter à la collectivité, parce que les acquisitions successives et les engagements qui sont pris ne se traduisent pas forcément dans le résultat de la vente à terme à un opérateur. Mais ça s'appelle de la rénovation urbaine, sauf que dans des communes comme les nôtres, ça n'est pas accompagné par les dispositifs de l'État, je le regrette et je le plaide à tous les niveaux, mais aujourd'hui, les communes comme les nôtres ne bénéficient pas des dispositifs en rue, et pourtant, c'est précisément ce que nous faisons à notre échelle, ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, ça finira par coûter à la collectivité. Mais nous le savons, tous les élus ici autour de la table le savent, puisque dans les rencontres de travail qu'on avait, les groupes de travail qu'on avait fait sur ce sujet, c'était un aspect qu'on avait évidemment évoqué, et j'espère qu'il est assumé de chacun d'entre nous, parce que ça n'est qu'à ce prix, si je puis dire, qu'on va pouvoir repenser notre ville et confirmer son attractivité. Oui, mais à l'heure où les taux d'intérêt sont très bas, comme l'a dit très bien tout à l'heure M. Kismoun, moi je voudrais bien quand même qu'on mette en parallèle ce que nous coûte le portage par la SAS par rapport à ce que coûte aujourd'hui l'argent, l'emprunt d'argent. Finalement, c'est ça. Il y a de l'expertise. La SAS aujourd'hui, c'est pas avec l'étude de projet. Vous avez dit qu'il y a un autre cabinet qui est mandaté pour s'en occuper. In fine, ce ne sera pas la SAS qui portera l'opération. Donc finalement, la SAS aujourd'hui nous sert uniquement de banquier. Je voudrais bien savoir, ce banquier, combien va nous coûter. Vous pourriez nous dire? On pourra vous le dire à terme, moi je ne l'ai pas aujourd'hui, en tous les cas. Vous avez la convention? Oui, vous l'avez aussi. Non, on n'a pas le prix de ce que ça coûte. Ah moi je ne sais plus, moi, le prix, il y a des taux de portage. Non mais, il y a des éléments de portage qui sont définis, il y a des frais financiers qui sont définis, évidemment, mais
Quand on parle tout à l'heure de la valeur de l'argent sur le marché monétaire, quand on est sur des opérations à 100 000 euros, à 500 000 euros, à 1 million d'euros, on n'accède pas forcément au taux négatif auquel faisait référence Marquis Moon tout à l'heure. On est sur des opérations qui sont de portée bien plus importante, qui permettent d'accéder à des marchés qu'on n'a pas chez le banquier du coin. D'ailleurs, quand vous faites des opérations, vous, en qualité de propriétaire privé, vous accédez pas non plus à ces taux-là. Aujourd'hui, on emprunte à quoi? À 2,5, 3 quand on... 2,5 1,5 Les particuliers, hein. Bon, ben voilà. Mais, je veux dire, en tous les cas, dans la situation actuelle, on n'a pas à assumer directement cette... Ça va nous coûter, ça nous coûte. Non mais, vous ne me laissez pas finir ma phrase. C'est pas nous qui supportons le capital emprunté aujourd'hui, puisqu'on l'emprunte pas. Voilà. On est comme si on était avec le PFL, avec un accompagnement. D'ailleurs, je veux dire, heureusement qu'il y avait la SAS, parce que sinon la déconstruction, elle n'aurait pas été faite. Voilà. L'expertise qui est associée, la mobilisation de différents partenaires sur le sujet, ça on ne l'aurait pas si la SAS n'était pas avec nous sur cette opération. Voilà. Et puis je vous rappelle quand même que on a une situation financière héritée qui nous permet de faire nos investissements à la faveur des économies que nous avons pu mener, mais qui ne permet pas aujourd'hui de racheter autant que nous en avons acheté sur le territoire communal depuis le début du mandat. Donc heureusement qu'on a des partenaires comme le PFL et comme la SAS, qui d'ailleurs fonctionnent de concert, pour nous accompagner sur nos projets. Sinon, nous n'aurions pas pu le faire. S'il n'y avait pas la convention de revitalisation que vous avez évoquée tout à l'heure, s'il n'y avait pas les partenaires qu'on a su mobiliser autour de nous, aujourd'hui, on ne ferait rien de ces opérations, qui sont pourtant des opérations stratégiques et indispensables pour l'avenir de Moutier. Mais qui coûtent, je vous le concède. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions sur cet avenant, ce point numéro 12? Je le mets donc aux voix. Des oppositions, j'en vois 3. Des abstentions, je vous remercie. Point numéro 13, qui est l'approbation de la Convention pour l'organisation du marché de Noël 2019. On est dans une organisation qui est semblable à celle que nous avons connue l'année dernière. Il n'y a pas de découverte sur le sujet. Avec un partenaire qui s'appelle la SARL Les Maisons Bleues, et pour un montant de budget qui est de 6 000 € pour cette année. Et on précise d'ailleurs, notez ça dans vos agendas, que le marché de Noël se déroulera du vendredi 29 au dimanche 1er décembre, et que d'ailleurs nous ferons, Frédéric, le lancement des illuminations le 29 au soir, avec le vendredi 29 novembre au soir, avec le lancement du marché de Noël dans le prolongement, comme on le fait depuis 3 ans maintenant. Est-ce que ce sujet appelle des remarques, des questions? Pas spécialement, je le mets donc aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Il y a quelques informations que je souhaitais vous partager. La première qui concerne le bilan de la rentrée. C'était une demande de Philippe Nivelle, mais vous lui ferez le retour où il écoutera notre son. Nous avons en maternelle 88 élèves, maternelle de la Rantasia, 88 élèves. Nous en avions 79 l'année précédente. En élémentaire, nous avons 166 élèves répartis sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Je compte l'Ulysse dedans. Sur 8 classes, nous en avions 184. Donc là, on traîne notre creux, qu'on le traînera jusqu'à la fin, d'ailleurs, de l'élémentaire. Du côté de l'école Sainte-Thérèse, nous avons 117 élèves sur la partie maternelle primaire. Voilà. Du côté du collège Sainte-Thérèse, nous avons 191 élèves, ce qui est une croissance de 16 par rapport à l'année précédente. Nous avons au collège Jean Rostand 814 élèves, ce qui fait 17 de moins par rapport à l'année précédente,
mais on est rentré dans une phase de baisse, comme vous le savez, qui touche toute la Tarentaise sur les collégiens. Et nous avons au lycée 1183 élèves, ce qui doit être à 2 ou 3 près la même chose que l'année dernière. Voilà. Ce qui nous fait un total de 2560 élèves, j'arrondis à peine, 2560 élèves sur notre territoire communal. Voilà pour ce qui est des effectifs. On le portera, si vous n'avez pas tout noté, on le portera à notre compte-rendu naturellement. La deuxième information que je souhaitais vous donner, c'est l'élection du conseil municipal jeune qui est prévue le 7 novembre prochain, avec un dépôt des candidatures qui est fixé, mais vous ne serez pas candidat, puisque il y a un qualificatif qui nous échappe. Le dépôt des candidatures avant le 18 octobre, c'est-à-dire avant ce vendredi. Mais ça vaut pour vos enfants. Un point aussi pour vous dire que le déploiement de la fibre optique avance sur notre territoire. Nous avons refait un point avec les services en charge de ce sujet-là pour le compte du département il y a quelques jours seulement. Et on doit avoir une information qui, si elle n'est pas passée, arrivera tout prochainement pour dire que si vous voyez des hommes et des femmes en jaune, ça ne sont pas des gilets jaunes, ce sont bien les personnes qui font le tour du territoire pour identifier et faire ce que nous appelons un relevé de boîte aux lettres pour identifier le nombre de prises qui vont devoir être déployées sur la commune, puisque je vous rappelle qu'on est dans un dispositif de raccordement à la prise, FTTH, et donc ça suppose tout un travail préalable. Voilà. Vous dire aussi, pour faire le lien avec notre précédente réunion de conseil municipal, j'associe Philippe Soublin à ce que je vais dire, que nous avons sur vigilance citoyenne une réunion publique qui est prévue le 28 novembre prochain à 19h à la salle des fêtes, et que nous devrions, sous toute réserve, signer le protocole de vigilance citoyenne le 4 décembre, si tout va bien, c'est-à-dire quelques jours après la réunion publique. Voilà. Et enfin, dernière information que je souhaitais vous partager, en réponse à Philippe, là encore, ça concerne Proximark, sur lequel il avait appelé notre attention. Alors, il s'en était parlé avec Philippe Dallia avant la réunion du conseil municipal, donc il avait les informations. Il faudra simplement qu'on lui rappelle, il avait dû les oublier. C'est que Proximark a eu une défaillance sur un endroit dans la commune, qui est l'avenue du Général de Gaulle, et que la défaillance, elle est liée à la mauvaise planéité de la route, qui a entraîné un dévers de l'engin qui trace, et donc du coup, quand l'engin est en dévers, la trace n'est pas droite, voilà, et que de manière complémentaire, il y a des véhicules qui sont passés dans la peinture fraîche, ce qui est évidemment très habile, et ce qui fait que sur l'avenue Général de Gaulle, on a du mauvais boulot, mais qu'il était difficile de faire autrement que du mauvais boulot. Et que des constats que nous avons opérés suite à l'intervention de Philippe, il n'y a pas de difficulté ailleurs sur le territoire communal. Donc, évidemment, il n'y a pas eu non plus de démarche complémentaire auprès de Proximark. Voilà. Il avait eu ces informations, mais comme sa question était en séance, j'apporte là aussi la réponse en séance. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Bernard. Deux petites questions. Est-ce que, comme pour la communauté de communes, la prévu de le faire, vous envisagez que cette année, le budget soit voté avant le 31 décembre 2019 ? Alors, pas précisément, mais pas loin. Selon le calendrier préalable que nous avons établi, on devrait pouvoir faire le DOB en décembre et le vote du budget en janvier. Donc c'est quand même déjà mieux, mais c'est pas tout à fait le même calendrier que celui auquel vous faisiez référence. Pour remercier surtout les services, parce qu'effectivement, ce serait une innovation très importante pour notre commune. On remerciera les services et on remerciera aussi l'adjointe aux finances qui ne démérite pas sur le sujet. Ça, c'était la première question. Oui. Et j'en ai une seconde. Ça concerne le processus de signature au niveau national pour obtenir suffisamment de personnes qui demandent un référendum sur la privatisation des aéroports de Paris, qui d'ailleurs ne concerne pas que les aéroports de Paris. Il y a plusieurs sociétés, plusieurs établissements qui sont dans la société Aéroports de Paris. Et comme
les députés qui ont... Au départ, il a fallu que les députés, en nombre suffisant, que le monde vote. Vous traduisez votre demande comment? Si vous voulez, il y a des endroits en France où les maires se sont mouillés et ont mis en place on fait de la publicité. Déjà, ne serait-ce que faire de la publicité. Je ne sais pas si vous avez une lettre d'information qui est prévue. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. On n'a rien à dire. Vous avez Vous m'avez accusé de trop communiquer. Maintenant, vous avez... Vous avez le Dauphiné tranquillement et gratuitement. Alors pourquoi ça fait avec une lettre d'info? Ils sont pas là, d'ailleurs. Parlez des absents. Je suis pas inquiet, il y aura un article quand même. Parce que vous avez prévu de les appeler demain matin, non? C'est pour ça? Aucun problème. Le courant pas suffisamment. Oui, je regarde comment on peut relayer... Ouais, parce qu'on pourrait quand même... Parce qu'on peut, si on le veut, disons, activer les choses au niveau du commun. Je regarde comment on peut relayer l'information. Ok. J'en avais parlé d'ailleurs avec Alain Dupanloup qui m'avait fait la même demande. Voilà. Par exemple, il y a la publicité qu'on peut faire, il y a aussi le fait de dire, les services de la mairie se mettent à disposition des gens, parce que c'est pas forcément facile à faire la démarche. Et il suffit qu'il y ait une virgule qui manque, ou par exemple on oublie un prénom, il suffit que sur sa carte électorale, il y ait deux prénoms qui suivent le prénom. Très bien, on regarde comment on peut avancer sur cette affaire. Très bien, écoutez, je vous remercie. On a un conseil municipal dont on rappellera la date en novembre prochain. Et puis je vous rappelle la réunion donc de jeudi où on parlera cyclo et PPBE. Voilà, je vous remercie, bonne soirée. Allez, il m'a mis